Bonsoir à vous tous et merci de nous avoir rejoints. On est donc aujourd'hui avec Najat Vallaud-Belkacem à propos de ce livre qui vient de sortir et qui s'appelle Raison de plus. Alors Najat Vallaud-Belkacem, vous racontez dans ce livre un peu de vous. Vous dites que c'est important aussi quand on se présente face aux électeurs d'expliquer un petit peu qui on est. Donc vous êtes né au Maroc, vous êtes arrivé en France à l'âge de 4 ans. Et vous expliquez qu'en fait, vous avez démarré par des études, vous ne comptiez pas faire de la politique, vous n'y croyez pas plus que ça à la politique quand vous étiez en train de faire des études. Bonsoir à tous, merci de votre présence nombreuse. Oui, c'est vrai que ça peut paraître un peu égoïste de commencer comme ça, mais ce livre, je l'ai un peu écrit pour moi-même comme une sorte de confirmation des raisons qui m'ont conduite à faire de la politique, en commençant par une chose qui est simple, c'est que la politique n'avait rien d'une évidence pour moi. Ça n'était pas un rêve d'enfant, c'est pas non plus d'ailleurs une révélation de l'âge adulte. Mais au-delà de ma personne, ce que j'ai voulu dire par ce long avant-propos, c'est que au fond, la politique n'est pas une évidence pour beaucoup de Français. Et que c'est ça qui me semble être le sujet du moment. C'est cette crise démocratique qui conduit beaucoup de Français à s'éloigner, à être coupés des élites politiques et à se demander ce que le politique aujourd'hui peut faire réellement dans cette crise, face au marché financier, face à la mondialisation, face à l'Europe. Et au fond, je crois que la façon dont nous nous sortirons de cette crise, ça n'est pas uniquement par des mesures économiques, sociales, dont nous avons évidemment besoin, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est surtout par le retour de cette confiance dans la politique comme un outil indispensable pour changer les choses. Le message, le mot d'ordre de ce livre, c'est que l'indignation, voire la révolte, ça ne suffit pas. Il faut s'engager, il faut participer. Raison de plus, c'est le titre. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre-là et pourquoi cette expression-là vous marque à ce point-là ? J'aime bien cette expression parce que, en fait, elle révèle une contradiction. C'est-à-dire qu'en gros, quand on dit raison de plus, vous voyez, c'est... Bon, je vais pas très bien, raison de plus pour me ressaisir. Et là, en l'occurrence, le pays va pas très bien, la crise est profonde, les caisses sont vides, tout cela ne laisse pas beaucoup de place à l'imagination. Eh bien, raison de plus pour justement réinventer les choses. Raison de plus pour prendre à bras le corps des défis qui me semblent être les défis de l'avenir. Donc, ce sont les miens. Hein. Peut-être que vous, dans la salle, vous en trouverez d'autres. Mais moi, il me semble que les défis de l'avenir, c'est d'abord de nous interroger sur le progrès, parce qu'on est vraiment dans un contexte aujourd'hui où, à cause de la crise, on a une espèce de perte des illusions qui s'accompagne, si on écoute un certain nombre de discours, quasiment d'un désir de régression. On nous promet beaucoup trop, à mon goût, des lendemains qui seront finalement faits de sacrifices. On a fini par s'habituer à l'idée que nos enfants vivront moins bien que nous-mêmes, que notre modèle social est intenable, etc., etc. Que la construction européenne ne va pas telle qu'elle est. Et moi, je dis, raison de plus pour, encore une fois, réinventer. Alors, retrouver le goût du progrès, c'est aussi le requalifier. Qu'est-ce que c'est que le progrès, par exemple ? Est-ce que ça doit être juste la croissance économique ? Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt définir d'autres indicateurs de richesse ? C'est pour ça que moi je pense qu'il faut qu'on prenne en compte le bien-être humain, qu'on prenne en compte les inégalités, qu'on prenne en compte l'environnement, d'où ce long passage sur la transition écologique qui est un des enjeux de l'avenir et qui va être, à mon avis, une source de relance de la croissance. Voilà, Alors, effectivement, vous défendez cette idée de progrès, qui est une idée qui est plus dans le discours politique depuis très longtemps. Par contre, vous ne lui donnez pas le même sens qu'habituellement. C'est pas la croissance pour la croissance, c'est pas ce que les écologistes appellent le productivisme. Alors c'est quoi ? Vous pensez pourtant qu'il peut y avoir un progrès et vous dites que vous croyez que les générations qui vont venir peuvent vivre mieux que celles d'aujourd'hui ou celles d'hier ? À condition qu'on investisse dans ces générations, dans ces jeunes générations. Et c'est aussi l'un des sujets de mon livre. Je pense que l'une des raisons de la crise qu'on traverse, c'est aussi qu'on est dans une société qui a tendance à dévorer ses enfants, à ne pas faire confiance à sa jeunesse. Quand on regarde les chiffres, 200 000 jeunes qui sortent chaque année du système scolaire sans qualification, 20% des moins de 25 ans qui vivent sous le seuil de pauvreté, on se dit qu'il y a quand même un grave problème. Il y a un problème économique, il y a un problème social, parce que finalement on maintient toute une génération
en état d'infantilisation, d'incapacité de s'émanciper. Et il y a un problème surtout d'état d'esprit parce qu'on ne fait pas suffisamment confiance à la jeunesse aujourd'hui. Et que je pense que notre société doit se réinterroger sur la façon dont elle permet à cette jeunesse, pas seulement de s'indigner ou de se révolter en place publique, confère ce qui se passe sur toutes les places d'Europe, mais de participer réellement, de participer à la prise de décision. C'est vrai que rares sont ceux aujourd'hui à parler de progrès, vous le disiez, parce que c'est devenu quasiment suspect, voire pas sérieux, de parler de progrès, de parler d'avenir, quand les caisses sont vides, quand la situation économique est si déplorable. Peut-être qu'ils sont rares, mais François Hollande, pour le coup, tranche, parce que dès le début, c'est bien renouer avec le progrès, mettre la jeunesse au cœur de son projet de société. Ça a été ça, ses maîtres mots, et moi, je me suis beaucoup reconnue là-dedans. Parce que, encore une fois, je pense que même en matière économique, il n'y a pas de secret. La seule façon dont nous nous en sortirons, c'est d'avoir une jeunesse mieux formée, donc mettre l'éducation dans nos priorités, et ce, dès le plus jeune âge. Une jeunesse mieux formée, ça veut dire une jeunesse plus compétitive, ça veut dire une jeunesse qui sera mieux employée et au fond une jeunesse qui rapportera des rentrées fiscales et qui permettra aussi au pays de tourner et aux retraites d'être payées. C'est un petit peu ce cercle vertueux qui me semble avoir disparu ces dernières années, puisque de fait on voit bien que l'éducation par exemple est devenue de moins en moins une priorité de nos politiques publiques. Faire de la politique, c'est croire qu'il y a plusieurs façon de faire, d'une certaine façon, qu'il y a plusieurs réponses possibles. Et face à une crise comme celle qu'on traverse, eh bien, on a le choix entre les plans d'austérité, puis on a le choix entre l'investissement stratégique qui permettra de relancer la croissance. Donc, je pense que ce qui mine, encore une fois, je reviens au fil rouge du livre, ce qui mine le lien de confiance des gens envers la politique, c'est de leur avoir laissé croire qu'il n'y avait pas d'alternative. Parce que du coup, s'il n'y a pas d'alternative et qu'on voit que les solutions adoptées ces dernières années n'ont pas marché, alors ça ne sert à rien d'aller voter, ça ne sert à rien d'y croire. Et moi, ce livre, c'est un manifeste contre la résignation. Moi, je pense que le politique peut vraiment changer la vie. Le problème, me semble-t-il, de la classe politique actuelle, c'est qu'il y a une quasi-forme de cooptation, en fait. C'est des gens qui se ressemblent, qui font la place à des gens qui se ressemblent, quoi. Et quand je dis qu'ils se ressemblent, là, pour le coup, on a parlé de l'âge, mais on pourrait parler aussi de la formation, des écoles par lesquelles ils sont passés. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure, comment dire, ce qui rend indispensable une plus juste représentation à l'Assemblée nationale, c'est que, par exemple, prenons des exemples précis. Est-ce qu'on aurait eu la loi sur la reconnaissance de l'esclavage s'il n'y avait pas eu Christiane Taubira comme députée à l'Assemblée nationale? Non. Est-ce qu'on aurait eu une loi reconnaissant les effets positifs de la colonisation s'il y avait eu plus de gens issus de l'immigration qui siégeaient à l'Assemblée nationale? Non. Donc voilà, et encore une fois, est-ce qu'on ne se serait pas soucié un peu plus tôt du sort réservé à la jeunesse si on avait eu un peu plus de gens de moins de 30 ans à l'Assemblée nationale? Je pense que c'est ça, c'est que en fait, comment dire, l'insatisfaisante représentativité de l'Assemblée nationale introduit une distorsion dans la législation qui est adoptée par rapport aux besoins réels du pays. Voilà, c'est ça en fait. Et c'est contre ça qu'il faut lutter. Et donc, lutter contre ça, ça veut dire de mettre de la variété, de la diversité, je ne sais pas quel terme employer, mais dans tous les sens du mot, âge, sexe, origine, voilà, dans le personnel politique. Est-ce que le micro peut repasser vers oui, mille fois oui, et comme disait l'autre, si vous trouvez que la culture coûte cher, essayez l'ignorance. Non mais moi, je suis 100 fois d'accord, et ça me permet juste de compléter un propos qu'on a eu tout à l'heure, parce que quand vous me demandiez comment faire en sorte d'investir davantage dans la jeunesse, on a beaucoup parlé de sa participation à la vie démocratique, mais il n'y a pas que ça. Moi, je pense que ce dont souffre notre pays, c'est du manque d'appétence pour l'innovation qui vient de la jeunesse, au fond. Quand on voit, par exemple, le Qatar venir investir dans les banlieues françaises,
et que ça représente, je sais plus quel montant exactement des financements politiques de la ville que l'État français, par ailleurs, y met dans ces banlieues françaises, on se dit quand même qu'on a un souci, il y a quelque chose qui nous met mal à l'aise dans cette réalité-là. Et on se dit que finalement, des Américains ou des Qataris sont plus capables que nous, les pouvoirs publics français, d'aller repérer les talents, de les aider à émerger, de leur faire confiance. Et là, on retombe sur la question de l'entreprise. L'entreprise qui nous intéresse, c'est pas simplement Total qui fait ses bénéfices à l'étranger, c'est la petite entreprise, c'est celle qui est créée aujourd'hui par des jeunes, diplômés ou pas diplômés, mais en tout cas qu'il faut savoir inciter à avoir l'esprit d'entreprise, l'esprit d'entreprendre, parce que c'est pas du tout une évidence dans notre pays, sauf quand on a fait des écoles de commerce. Or, des entreprises, on peut en créer dans tous les secteurs d'activité sans avoir besoin d'être diplômé. Il faut donc remettre de l'esprit d'entreprendre chez les jeunes et il faut les accompagner et il faut en effet que les pouvoirs publics soient là pour soutenir l'innovation par un crédit impôt recherche qui serve vraiment aux petites et moyennes entreprises plus qu'aux grands groupes, voilà, par une banque publique d'investissement qui soit là pour faire crédit si besoin. Voilà, ça c'est vrai dans le monde économique, c'est vrai dans le monde artistique, mais c'est vrai dans tous les mondes au fond. Moi je trouve que vous ne trouvez pas que notre société souffre de ne pas avoir de jeunes talents qui éclosent davantage, même je sais pas, dans l'architecture, dans tout. On a l'impression qu'on a rétrogradé en quelques décennies de ce point de vue-là, que dans les années 80, finalement, vous aviez des gens de 25-30 ans qui étaient capables de réaliser des projets d'envergure et qu'aujourd'hui, vous ne voyez plus ça. Et c'est vrai qu'on le constate au niveau politique, on a moins de jeunes aux responsabilités. La moyenne d'âge, d'ailleurs, que ce soit dans les responsabilités politiques ou syndicales ou associatives, a largement monté ces dernières décennies. Mais ça vaut aussi dans la vie économique. Et il faut reprendre ça en main et permettre l'émergence.